Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Media. Nos excuses pour ce léger retard indépendamment de notre volonté. Merci de nous écouter si vous le faites à l'instant sur la 89.5. Merci de nous regarder à la télé. C'est sur Kavi TV, disponible sur les bouquets Canal+, et Star Times. Star Times, j'y arrive. Bouquet Canal+, c'est le numéro 410. Bouquet Star Times, c'est le 113 qui vous accompagne dans cette émission. Merci de nous préférer si vous nous écoutez grâce à nos partenaires de Beta FM. C'est du côté de l'abbé qui relaie en direct cette émission. Le scanner. Au menu de ce matin, la Guinée s'apprête sans doute à écrire une nouvelle page de son histoire constitutionnelle le 21 septembre prochain. Une échéance capitale qui pourrait marquer un tournant décisif vers le retour à l'ordre constitutionnel. Depuis la remise officielle du projet de constitution au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, le 1er juillet dernier, une vaste campagne de vulgarisation a été lancée à travers le pays. Mais encore faut-il savoir ce que contient ce test et ce à quoi chaque Guinéen ou chaque citoyen s'engage, qu'il choisisse le oui ou le non. Dans notre série quotidienne, nous nous penchons ce matin sur les articles 171 à 180 du projet de nouvelle constitution. Soyez très attentifs. C'est une femme d'expérience et de rigueur qui prend les commandes de la direction générale des élections en Guinée, officiellement nommée ce mardi 22 juillet 2025, un peu plus d'un mois après sa création par décret le 14 juin dernier. Cette nouvelle institution électorale aura la lourde responsabilité d'organiser les prochains scrutins sur l'ensemble du territoire national. À sa tête, une figure familière du paysage politique guinéen, Guénabou Touré, spécialiste des questions électorales et administratives, reconnu pour sa maîtrise des rouages institutionnels. Son parcours parle pour elle. Entrée en 1998 au Haut Conseil aux affaires électorales, elle s'impose très tôt par ses compétences, ce qui lui vaudra d'être nommée conseillère nationale à la CENI en 2002 avant de devenir membre à part entière en 2005. Elle n'a cessé depuis d'évoluer au cœur des dispositifs électoraux du pays. Jusqu'à récemment, elle occupait le poste stratégique de directrice des affaires politiques et de l'administration électorale au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation MATD. Aujourd'hui, elle incarne la confiance de l'État et l'espoir d'une transition réussie. En la nommant à ce poste clé, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a fait le choix de l'expertise et de la stabilité. Peut-être Guénabou Touré devient ainsi la première femme à diriger cette nouvelle direction à un moment charnière de l'histoire institutionnelle de la République de Guinée. Première prise de parole publique en exclusivité. Ce sera à 9h30 sur Kavi Media et dans cette émission, le scanner. Et puis le torchon brûle entre les candidats recalés au CAPA 2021 et le barreau de Guinée. Les premiers estiment que l'organisation de l'examen n'a pas été conforme à la réglementation mise en place à cet effet. Et pour cette raison et tant d'autres, ils souhaitent procéder à des vérifications de leurs copies et éventuellement à la reprise de la collection. Une réclamation non prise en compte par le barreau de Guinée. L'affaire remonte à 4 ans maintenant et le barreau, dans un communiqué, demande à son tour de rendre publiques les copies des protestateurs avec leur accord bien sûr. Il souligne également que les auteurs de ces contestations ne sont pas des candidats exclusifs à la session 2021 mais ont échoué 3 sessions consécutives, 2016, 2018 et 2021. Retour sur ce feuilleton dont le dossier a fini par atterrir à la présidence de la République. Et dans le monde, c'est une décision recyclée par le président américain. On en parle également. Donald Trump a annoncé une nouvelle fois encore ce mardi le retrait des États-Unis de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Il s'agit du deuxième retrait du pays de cette organisation, le premier ayant eu lieu en 2017 lors de son précédent mandat. La Maison Blanche justifie cette décision par le soutien de l'organisation à des causes culturelles, sociales jugées woke et trop clivantes, en décalage avec les valeurs que les Américains auraient, selon elle, exprimées lors des dernières élections, selon la chargée de communication. Quelles conséquences pour l'UNESCO? On en parle dans la dernière partie de cette émission, le scanner. Voilà, entre autres sujets à débattre. Pour cet autre numéro du scanner, installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement.
Merci de nous retrouver. Si c'est maintenant, vous le faites sur l'ensemble de nos réseaux. Vous nous écoutez à la radio, c'est sûr, la 89.5 à la télé. Vous nous regardez sur Kavi TV, sur l'ensemble de nos plateformes. Kavi TV sur Meta, si vous êtes sur Facebook, Kavi TV, Kavi Media sur TikTok, YouTube. Vous pouvez en tout cas regarder cette émission ou sur notre site d'information, siaminfo.com, sur notre application mobile disponible sur Play Store et App Store, Kavi Media, ou grâce à nos relais à l'intérieur du pays Beta FM qui relaie cette émission en direct. Ici en duo, je suis ce matin avec Diallo. Bonjour. Bonjour à tous. Ça va ce matin? Ah oui, ça va aller. Allez, on commence par ce premier sujet. Le peuple de Guinée a rendez-vous avec son histoire le 21 septembre prochain. Je le rappelais, à l'occasion du référendum sur la nouvelle constitution. Un moment décisif, il faut le rappeler, certes, mais encore faut-il, on le rappelle chaque matin, comprendre le contenu réel de cette loi fondamentale avant de se prononcer, que ce soit pour un oui ou pour un non. C'est pourquoi nous allons poursuivre ce matin et nous penchons sur les articles 171 à 180 avec vous, Yaya Diallo. Justement, et je pense que nous étions hier avec la Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme. Et nous, un seul article nous sépare de cette commission-là. Et je pense que... Hier, on s'est arrêté à 171. À 171. Donc, on a... De l'avant-projet. 179 de l'avant-projet, 171 du projet. Du projet. Bien. Alors, ça veut dire que nous continuons sur l'article 180. Oui, 180 du projet de l'avant-projet. Et 192 du projet. Du projet de nouvelle constitution. Et au niveau de l'avant-projet, ici, nous avons le sous-titre 3. Nous parlons de l'organe technique indépendant en charge de la gestion des élections, et ça tombe bien. 192, oui, pour la réalisation. Pour la réalisation. Bien. Alors, il est écrit sur l'article 180, l'organe technique indépendant en charge de la gestion des élections a pour mission notamment l'établissement et la mise à jour du fichier électoral, la préparation, l'organisation et la supervision de référendums, des élections locales, législatives, sénatoriales et présidentielles dont il proclame les résultats provisoires dans les conditions définies par une loi organique. Et également, je pense que rien n'a changé. Le dernier alinéa ici, il garantit l'intégrité, la libre expression, la transparence et la régularité des processus électoraux et référendaires. Donc là, il y a quand même une petite différence. Il faut le dire. Dans le projet, c'est écrit où il est mentionné dans l'article 172 qui correspond à l'article 180 de l'avant-projet. Le projet de nouvelle constitution est à l'article 172, pendant que l'avant-projet est à l'article 180. Les membres de la commission, non, 172. Reste sur le 172. Il faut nous suivre. Merci. 172, les membres de la Commission nationale de l'éducation civique et des droits humains ne reçoivent ni directives ni injonctions émanant de personnes physiques ou morales, y compris leur entité d'origine. Aucune entité, organisation, aucune personne physique ou morale, publique ou privée ne peut entraver la conduite des missions de la Commission. La Commission nationale de l'éducation civique et des droits humains peut être entendue sur ses activités par chaque membre, par chaque chambre du Parlement. Je pense qu'il y a une différence. Il y a une différence. Allez-y. Donc on y va à l'article suivant, article 173 du projet de nouvelle constitution. L'article 181 de l'avant-projet. Alors, une loi organique détermine les attributions, la composition, l'organisation, les principes et le mode de fonctionnement de l'organe technique indépendant des gestions des élections. Ça, c'est le contenu de l'article 181 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Et là également, tout a changé parce que l'article 173 nous dit une loi organique fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale de l'éducation civique et des droits humains. Justement. Allez-y. Alors, nous sommes au niveau du sous-titre 4 de la Commission de régulation de la communication et de l'audiovisuel, donc l'ancien HAC. Alors, article 182. Article 191 du projet de 194 du projet de nouvelle constitution. C'est un peu compliqué avec la réalisation. Donc chaque fois, il faudrait que je rappelle. Justement. Bien. Alors, la commission de régulation de la communication et de l'audiovisuel a pour mission de réguler en toute indépendance et impartialité les secteurs de l'information et de la communication écrite, numérique, audiovisuelle, cinématographique et publicitaire. À ce titre, elle veille notamment au respect de la liberté d'expression et de la presse, des règles et conditions de production,
de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales par les médias, de statut des professionnels de la presse, de l'éthique et de la déontologie par les journalistes et autres professionnels de la communication, de la dignité humaine et des droits humains dans les programmes mis à disposition du public par les médias publics et privés, des dispositions proscrivant l'incitation à la violence, à la haine et à toute forme de discrimination, aux discours ou propos portant atteinte à la sécurité nationale, à l'ordre public, à la réputation, à l'honneur, à la dignité humaine et aux droits d'autrui, y compris par les promoteurs et utilisateurs de médias sociaux. Elle veille également à l'accès et au traitement équitable par les médias des organisations de la société civile et des partis politiques. Ben là, c'est l'article 175. Est-ce que la réalisation peut nous donner l'article 175 Yaya-Diallo? On va voir, est-ce qu'on est... allez-y, allons-y à 176 encore. On veut voir, est-ce qu'on est toujours avec cet organe? Oui. Bien, donc ça veut dire que cet article correspond à l'article 176 du projet de nouvelle constitution. Oui, c'est écrit: la commission de régulation de la communication et de l'audiovisuel a pour mission de réguler en toute indépendance et impartialité les secteurs de l'information et de la communication écrite, numérique, audiovisuelle, cinématographique et publicitaire. À ce titre, elle veille notamment au respect de la liberté d'expression et de la presse, des règles et conditions de production et de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales par les médias, des statuts des professionnels de la presse, de l'éthique et de la déontologie par les journalistes et autres professionnels de la communication, de la dignité humaine et des droits humains dans les programmes mis à disposition du public par les médias publics et privés, des dispositions proscrivant l'incitation à la violence, à la haine et à toute forme de discrimination, aux discours ou propos portant atteinte à la sécurité nationale, à l'ordre public, à la réputation, à l'honneur, à la dignité humaine et aux droits d'autrui, y compris par les promoteurs et utilisateurs des médias sociaux. Elle veille également à l'accès et au traitement équitable par les médias des organisations de la société civile et des partis politiques. Je pense que... J'ai un tout petit changement au niveau du troisième alinéa où on parle de règles et conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales par les médias. Par les médias. C'est juste là, il y a eu un petit changement peut-être lié à l'écriture juridique, tout simplement. Sinon, l'esprit reste le même. Bien. Donc, une étude comparative dans l'avant-projet. Et ce qui a changé, de l'avant-projet au projet, ce qui a changé, comme tu l'as dit, c'est cet alinéa. Hein? Justement. C'est cet alinéa. Sinon, l'esprit reste le même. L'esprit reste le même. Donc, et dans l'avant-projet, et dans le projet de nouvelle constitution, les experts ont bien voulu quand même maintenir cela. Justement. Bien. Alors, nous passons à l'article 183 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Qui coïncide à l'article 177 du projet de nouvelle constitution. Alors, une loi organique fixe les autres attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission de régulation de la communication et de l'audiovisuel. Je pense que sur cet article, rien n'a changé, qu'un petit décalage par rapport à la numérotation, parce que 5 articles ont quand même sauté, ce qui crée cela. Donc, je pense que le Collège des experts a bien voulu quand même maintenir cet article. On y va avec l'article 178 du projet et l'article 100... L'article 184 de l'avant-projet. De l'avant-projet de l'avant-projet de nouvelle constitution. Et là, nous avons le sous-titre 5 des autorités administratives indépendantes. Article 184. Les autorités administratives indépendantes sont des institutions de l'État investies d'une mission de protection des droits fondamentaux et de régulation économique des secteurs considérés comme essentiels et pour lesquels le gouvernement n'envisage pas d'intervenir directement. Elles exercent leur mission en toute intégrité, neutralité, impartialité et transparence. Elles disposent d'attributions administratives et juridictionnelles. Enfin, une loi organique définit le statut général des autorités administratives
indépendante. Donc on est à l'article 184 de l'avant-projet. Justement. Ce qui coïncide à l'article 178 du projet de nouvelle constitution où pratiquement rien n'a changé. Rien n'a changé pratiquement. Rien n'a changé. Alors, donc le collège des experts a aussi maintenu cet article. Voilà, au niveau de l'avant-projet de nouvelle constitution, nous entamons la troisième partie des titres spécifiques. Titre 1 de l'administration publique. L'administration publique, un titre aussi, le même titre au niveau du projet de nouvelle constitution, sauf que la numérotation change. On y va avec l'article 179 du projet de nouvelle constitution. Pendant ce temps, Yaya est à l'article 185 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Bien. Alors, l'administration publique et privée. Public est au service exclusif des populations et l'État politique neutre et impartial. Nul ne peut le détourner ou la détourner, pour ainsi dire, à des fins personnelles ou partisanes. Nous parlons de l'administration publique. Et je préfère reprendre un peu la partie. Allez-y. L'administration publique est au service exclusif de population. Elle est apolitique, neutre et impartiale. Nul ne peut la détourner à des fins personnelles ou partisanes. Tout favoritisme, toute conduite partisane reposant sur l'appartenance ethnique, clanique, régionale ou religieuse est punie par la loi. Ok. Donc ça aussi, je pense que rien n'a changé dans l'article 179 du projet et dans l'article 184 de l'avant-projet. Ouais. Décalage juste de numérotation. De numérotation. Mais après... L'esprit et la lettre restent les mêmes. Oui, ça, il faut le rappeler. Bien. On poursuit avec ce dernier article, article 180 du projet de nouvelle constitution, article 185 de l'avant-projet. 86 ici. 186, pardon. Justement, 186 de l'avant-projet. Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de l'administration publique. Elle s'arrête là. Elle s'arrête là. Donc aujourd'hui, notre exercice également s'arrête là. Il faut le dire qu'il nous reste que 19 articles. Justement, 19 articles. Donc on va explorer. Donc on va baisser un peu le rythme pour une meilleure compréhension, puisqu'il nous reste encore 2 mois, 2 mois avant les élections à venir. Donc on va prendre tout notre temps pour essayer en tout cas de décrypter avec vous, en tout cas, ou de relire, faire une lecture comparative entre l'avant-projet et le projet de nouvelle constitution. Qu'est-ce qui a changé? Faudrait-il encore que vous compreniez ce qu'on vous propose en tant que peuple de Guinée, ou ce qu'on nous propose. Absolument, parce que c'est en cela qu'éventuellement, s'il est tenté que ce projet passe, c'est en cela que les uns et les autres pourront formuler de plaintes, disons, vis-à-vis de nos administrateurs. Et nous avons terminé sur des articles qui sont très importants. On parle de l'administration publique et nous connaissons comment les uns et les autres fonctionnent. Voilà, les citoyens doivent, disons, s'imprégner du contenu de cet avant-projet. C'est la loi fondamentale et nous connaissons quelquefois les excès de pouvoir dans l'administration publique et c'est en cela que nous disons les uns et les autres doivent avoir le temps de comprendre. Et ceux qui n'auront pas la possibilité ou peut-être qui n'ont pas le niveau des lures pour pouvoir comprendre doivent pouvoir écouter les émissions ou tout autre cadre qui va dans ce sens-là pour pouvoir comprendre la Constitution ou la loi fondamentale. C'est pour la République. C'est pour la République et chacun est concerné, que ce soit pour un oui ou pour un non. Il faut le rappeler, la vulgarisation est différente de la campagne pour un oui. Donc il faut faire très très attention. Il faut en tout cas comprendre. C'est un choix démocratique. C'est un choix. Nous on vous explique, on vous aide à comprendre mieux le test en essayant de vous faire une lecture comparative entre l'avant-projet et le projet, comprendre ce que les experts ont pris en compte, ce qui a été laissé, pourquoi. Peut-être on va poser la question là aux experts, aux constitutionnalistes, peut-être pour comprendre mieux. Mais ce qui reste clair, on va poursuivre cette lecture comparative. On parle de cette autre actualité. La nouvelle est tombée tard hier soir. Créée par décret le 14 juin dernier, la Direction générale des élections a officiellement été mise en place ce mardi 22 juillet 2025, soit un peu plus d'un mois après sa création. Cette structure chargée de l'organisation des structures en République de Guinée sera dirigée par Guinabou Touré, jusqu'ici directrice des affaires politiques et de l'administration électorale au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Elle a désormais la lourde responsabilité
responsabilité de superviser et de coordonner l'organisation des futures échéances électorales en République de Guinée. Celle qui a intégré le Haut Conseil aux affaires électorales en 1998, Djenabou Touré s'est vite affirmée, ce qui lui a valu une nomination en tant que conseillère nationale à la Commission électorale nationale indépendante CENI en 2002 avant d'en devenir membre à part entière en 2005. 20 ans plus tard, elle est choisie par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour piloter cette étape décisive de la transition guinéenne. Suivons ensemble son portrait et derrière sa première réaction exclusive ici sur nos antennes et dans cette émission Le Scanner. Une dame, partisane d'une véritable expertise électorale qui transcende les frontières africaines. Djenabou Touré, une dame qui a su bâtir une trajectoire exemplaire dans le domaine électoral en Guinée. Madame Camara, Djenabou Touré, puisqu'il s'agit de cette dame au parcours à la fois exceptionnel et séduisant, incarne un modèle de compétence, de persévérance et d'excellence dans le domaine électoral. Depuis ses débuts en 1998 au Conseil des affaires électorales, jusqu'à son positionnement comme actrice centrale de la réforme électorale et de l'état civil biométrique en République de Guinée, elle a su bâtir une trajectoire exemplaire. Une femme dont l'influence dépasse les frontières guinéennes, et dont le parcours est un immense encouragement pour les jeunes femmes guinéennes et africaines à aspirer à des rôles de décision et de leadership. Madame Camara Djenabou Touré s'est tracée toute seule son chemin de gloire dans un monde totalement dominé par les hommes. Son ambition assurait une modernisation sans faille et une transparence accrue des processus électoraux tant en Guinée qu'en Afrique. Fière d'une carrière exceptionnelle dans le domaine électoral, Madame Camara Djenabou Touré s'est démarquée dans le secteur qui l'a véritablement propulsée au devant de la scène africaine et internationale. Cette dame à la trajectoire exemplaire dans le domaine électoral a occupé de nombreuses fonctions importantes, notamment vice-présidente de la commission technique électorale en 2010. Dans l'intervalle de 2012 à 2021, elle s'est fait une place au soleil en assumant les rôles de directrice nationale adjointe de l'administration électorale, directrice adjointe du département planification de la CENI et directrice du département fichier électoral. Son expertise électorale jalonnée de succès transcende les frontières guinéennes. Madame Camara Djenabou Touré a pris part à plusieurs missions d'observation électorale sur le plan international, renforçant ainsi son réseau professionnel et son savoir-faire. Facilitatrice internationale d'ateliers bridge et facilitatrice certifiant en leadership et gestion des conflits électoraux, LEAD. En juin 2022, son expertise électorale lui a permis de bénéficier de la confiance du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour être nommé au poste de directrice nationale des affaires politiques et de l'administration électorale au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Une nomination qui est perçue sous l'angle de la reconnaissance du président de la République envers une dame au parcours à la fois exceptionnel et séduisant. Depuis belle lurette, cette dame se bat contre vent et marée pour la mise en place des systèmes d'identification biométrique. Sa vision pour la Guinée est de garantir des élections crédibles et transparentes à chaque niveau du processus. Une dame, une trajectoire exemplaire dans le domaine électoral en Guinée et en Afrique. En effet, son ascension couronnée de succès éclatants envoie aujourd'hui un message fort à la nouvelle génération, surtout à la gente féminine tant en Guinée qu'en Afrique. En s'illustrant avec abnégation dans un milieu totalement dominé par les hommes, Djenabou Touré montre que le genre ne saurait être un obstacle à l'excellence et à l'engagement public. Femme de conviction avec une vision électorale à dimension internationale, Madame Camara Djenabou Touré est la femme qui force l'admiration de tout le monde aujourd'hui en Guinée. Détentrice d'un diplôme d'études approfondies en gestion et un master en droit et en gestion des collectivités territoriales. Madame Camara Djenabou Touré est un pur produit de l'école guinéenne. Enfin officiel, Yaya Diallo, Djenabou Touré, Dame Camara prend les rênes de la direction générale des élections. Elle rentre officiellement, une fois encore, dans l'histoire de la République de Guinée à travers ce scrutin avec des enjeux majeurs. Absolument, je crois que ça tombe bien. Chacun donnait ses pronostics l'autre fois et vous... Je suis resté ferme. Justement, je suis resté ferme. Ouais, enfin, mon pronostic a payé. Absolument, vous avez donné des signes prémonitoires et puis finalement, je crois que nous sommes tombés là-dedans et finalement, disons,
maintenu, parce qu'il faut le dire, au niveau de la direction des affaires politiques et de l'administration électorale, c'est un peu, disons, voilà, s'il faut le dire comme ça, la conversion. Bien, ce qui est déjà compris. En ligne pour cette première prise de parole depuis sa nomination il y a quelques heures, Dame Camara Guinabou Touré, directrice générale des élections en République de Guinée. Bonjour Madame Camara, bienvenue dans le scanner. Bonjour à vous, mes chers amis de la presse. Bonjour vos millions d'auditeurs et auditrices. Bonjour à la nation guinéenne. Vous venez de prendre la tête d'une institution nouvelle, il faut le rappeler, mais très stratégique pour l'histoire de la République de Guinée. La direction générale des élections, quel sentiment vous anime à ce moment de passage? Félicitations. Merci beaucoup. Je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a permis de voir ce jour et à mes parents qui m'ont donné l'éducation et au chef de l'État, président de la République, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, et également à monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et à mon ministre, général deuxième section, et là, Jiba Makalil Kondé, qui a porté son dévolu, son choix sur une femme que je suis, pour me proposer à ce poste. Et cela a été entériné par la haute autorité. Donc mes remerciements vont à ces autorités, mais également à tout le peuple de Guinée, à toutes les braves dames, à toute la presse guinéenne qui, de par vos plumes, vos micros, vous m'avez soutenu. Vous avez été là à mes côtés, sans lesquels je n'aurais pu réussir ce que j'ai déjà fait. Bien. Je remercie le bon Dieu et je pense que Dieu sera de nos côtés et pour une première, que ce soit une femme qui pilote les élections dans notre pays. Une première, oui. Alors, cela intervient quand même dans un contexte, disons, plus ou moins tendu, mais qu'à cela ne tienne, au regard de votre parcours, nous venons de l'avoir tout à l'heure à travers ce portrait vidéo, vous avez passé toute votre vie professionnelle au niveau de l'administration électorale dans notre pays ici, et bien finalement, vous avez été nommé au niveau de la direction disons, politique de l'administration électorale au niveau du ministère de l'administration. Est-ce qu'on peut dire sans fausse modestie, cela devrait tout naturellement arriver? Tout revient à Allah, le mérite revient à Dieu qui nous a créés et qui nous a permis d'occuper ces différentes fonctions au sein du ministère et d'être dans les prises de fonctions à mon jeune âge au sein du Haut Conseil aux affaires électorales, en passant par la commission électorale CNE, en passant par la commission électorale nationale autonome, CENI, et aujourd'hui à la tête de la DGE. Tout est grâce d'Allah. Nous remercions Allah. Le mérite lui revient et revient au chef de l'État qui a bien voulu prendre ce décret et à tout le monde. Tout a un début. Dans l'unité. Bien, tout a un début, Dame Camara, il faut le rappeler, vous avez intégré le Haut Conseil aux affaires électorales en 1998, puis la CENI dès 2002, puis en 2005, vous devenez membre à part entière. Qu'est-ce qui a marqué vos premières années dans cette structure? Parce qu'il faut le rappeler pour ceux qui aujourd'hui ne maîtrisent pas quand même vos premiers pas, qui pensent que oui, Dame Touré est venue choisie dans un tas. Non, ça a été un parcours quand même très bien jalonné. Je remercie mes maîtres. Quand je dis mes maîtres, les directeurs qui m'ont permis d'avoir le savoir, beaucoup ne sont plus de ce monde. Que Dieu ait leur âme et que Dieu leur ouvre la porte du paradis, qu'ils reposent en paix. Amen. Qui m'ont donné le savoir. J'ai accepté d'apprendre. C'est ça la leçon. Il faut accepter d'apprendre aux côtés des amis. Il faut se donner au travail. Il faut travailler d'arrache-pied. Ça n'a pas été facile pour moi, mais j'ai beaucoup de personnes que je ne pourrais pas citer à l'antenne qui se reconnaîtront dans ce message, qui m'ont tenu la main à apprendre comment faire une liste électorale informatisée, à apprendre les opérations électorales, à apprendre la communication électorale et à faire les opérations tout entières et à m'aider aussi à comprendre c'est quoi l'enregistrement des faits d'état. Bien. Ce mérite revient aussi à ces aînés qui m'ont donné la voix. Le reste,
je dis encore une fois, je reste sur la foi. L'objectif fixé, c'était d'apprendre. C'était de me faire une place dans ce monde d'hommes. Parce que les élections, c'est un monde d'hommes. C'est pas facile pour une femme d'y rester. Et je dis encore, par le courage, par l'abnégation, par la persévérance, par les prières, Dieu a continué de me bénir. Beaucoup ne connaissent pas mon parcours, comme vous-même vous l'avez dit. Il y en a qui pensent que je suis d'un parti politique. Je n'ai jamais été dans un parti. Je suis une militante de la société civile et de là, je suis fonctionnaire de l'État. Donc, je sers la nation, je sers mon pays et je continuerai de servir mon pays là où Dieu a posté pour le moment. Si vous aviez un message aujourd'hui à adresser aux Guinéens à l'aube de ce cycle très crucial, cycle électoral, il faut le rappeler, que serait-il? Mon premier message à l'endroit du peuple, c'est leur remerciement pour leur acceptation, parce que, comme vous l'avez dit, je ne suis pas à mon début, mais c'est aussi interpeller les uns et les autres à être des citoyens tout court, à chercher à comprendre. On n'est pas spécialiste de tout. Chacun de nous a un domaine. Vous êtes des journalistes, et moi je suis dans mon domaine. Et nous devons nous tolérer, nous pardonner et accepter d'être à l'écoute des autres. Je remercie tout un chacun. Que Dieu continue de bénir notre pays, de guider nos autorités, de nous guider nous-mêmes et de guider la nation dans la paix, dans la quiétude sociale et dans le bon sens pour notre pays. Madame, avant de vous laisser partir, peut-être la dernière question, c'est ce message à ces personnes qui doutent encore de la capacité de nos institutions à garantir des élections crédibles. Quel message à l'endroit de ces personnes? Il y a plus de 30 ans, le Sénégal a une direction générale des élections et il y a toujours eu l'alternance au Sénégal. Comparaison n'est pas raison, mais les institutions, il faut le faire, il faut croire. Il faut que nous arrivions à nous faire confiance dans notre pays. Il faut briser les barrières de méfiance. Il faut briser les barrières ou les crises de confiance qui existent entre les acteurs politiques. Mais entre les gouvernants et les gouvernés, il faut briser ces barrières. Il faut qu'on se donne la main. Il faut qu'on puisse croire à l'autre et accepter que l'autre aussi soit dans son domaine et que l'autre puisse faire son travail correctement. C'est l'accompagnement, c'est donner la main et aller à la source et s'informer, de ne pas s'ériger en tribunal pour punir ou pour condamner les personnes quand on n'a pas la bonne information. Pour cela, je demande encore humblement à Dieu, Subhanahu wa Ta'ala, d'apaiser les cœurs des Guinéens, de continuer à nous protéger, à nous unir et à regarder dans le sens du développement de notre pays. Je vous remercie. Merci, Dame Camara Djenabou Touré, directrice générale des élections en République de Guinée. Merci de répondre à nos questions. Merci d'être intervenu sur Kavi Média dans cette émission Le Scanner. Merci. Merci. Oui. Merci pour cette et bonne chance pour Merci. cette nouvelle aventure. Je compte sur vous, je compte sur les médias pour m'accompagner. Merci, merci bien. C'est un maillon fort pour ma réussite. Merci. Merci. Yahya Diallo, on a écouté quand même cette première prise de parole, cette exclusivité, il faut le rappeler, hein, c'est à Kavi, on démarre, c'est comme ça, c'est un média de développement, il faut le dire, et nous allons sur ces sujets pour comprendre mieux. Et le dernier message qui quand même reste très très touchant, il faut quand même dépasser ce clivage, ces clivages. Ici, il faut que chacun reste dans son domaine, elle l'a rappelé tout à l'heure. Absolument, de messages teintés de sagesse, il faut le rappeler. Elle est consciente de cette crise de confiance très existentielle qui existe entre les acteurs politiques. J'allais en venir et revenir là-dessus. Et je crois que le fait de ramener les uns et les autres, de recréer, pour ainsi dire, cette confiance-là, dépendra premièrement d'abord de nos administrateurs publics, mais aussi les acteurs aussi de comprendre effectivement, de croire à l'autre, c'est cela. Il faut briser les barrières, je suis d'accord avec Dame Touré, mais cela nécessite, Dame Camara, et cela nécessite effectivement des efforts, des concours collectifs de part et d'autre pour que nous puissions justement aller de l'avant
l'avant, on ne peut pas continuellement douter de tout et de rien. Je pense qu'on a besoin à un certain niveau d'aller de l'avant et je pense que cela nécessite premièrement d'abord de l'attitude de nos administrateurs vis-à-vis des uns et des autres, puisque c'est cela aussi, on parlait tout à l'heure de l'administration publique doit pouvoir disons, inspirer confiance. C'est parce que c'est fondamental. Elle est consciente de cela. On ne peut que la souhaiter, disons, bonne chance et aux uns et aux autres aussi d'écouter, de l'accorder peut-être le bénéfice de tout et voir ce qui pourra se faire. Elle a dit clairement, comparaison n'est pas raison, mais elle compte quand même créer la différence. Attendons de voir ce qui va se passer. Ce qui va se passer. Et cette première, il faut le rappeler, une dame à la tête des scrutins électoraux en République de Guinée, elle l'a rappelé, c'est quand même un challenge. C'est une première pour l'histoire de la République de Guinée. Absolument. Une première. Je crois qu'au regard de son parcours en termes de compétences et d'expérience, il n'y a rien à dire. Elle a passé plusieurs départements. Elle a fait plusieurs départements au niveau de la CENI. Département fichier électoral, planification au niveau de la CENI. Elle maîtrise quand même, disons, ce milieu-là. Là, il faut le dire. Maintenant, vous savez très bien que le problème toujours qui a toujours existé entre la classe politique dans son ensemble et les pouvoirs publics, c'est le fait de dire qu'on a tous connu ici des CENI, disons, caporalisés par l'État ou les pouvoirs publics. Alors, est-ce qu'on est conscient de tout cela et on est disposé à mettre fin à cela? La question reste posée. On attend de voir ce qui va se passer, mais je pense que là, nous sommes dans une situation où il faut mettre fin à cela. Elle a rappelé au Sénégal, c'est la Direction générale des élections qui organise les élections en appui. C'est le ministère de l'Intérieur qui vient en appui. Et je crois que là, les élections sont organisées. Alors, c'est de voir quel est le circuit ou le système qui est utilisé au niveau du Sénégal, de s'inspirer davantage pour que nous puissions maintenir ce même système ici, afin que nous sortions définitivement dans ces contestations qui deviennent, disons, traditionnelles chez nous ici. On est d'accord sur rien et je pense que cela nous a coûté extrêmement cher en termes de dépenses et de tout ce que vous pouvez imaginer, puisque nous sommes en Guinée ici. Qui a affecté même le développement du pays justement, négativement. Le développement du pays, et bien finalement, c'est la même crise de confiance qui persiste. Et je pense que déjà, un pas est franchi, puisque elle-même, la principale concernée, puisqu'on parle quand même, c'est quand même une direction, disons, très sensible, très stratégique aussi. Ouais. Elle est consciente de cela, ce qui est déjà un pas. Et maintenant, on attend de voir comment est-ce qu'il faut mettre en œuvre de tout ce qu'elle a pu quand même avoir comme expérience. Et enfin, pour que nous puissions, disons, mettre fin à tout ce que nous avons connu comme des souvenirs douloureux liés au processus électoral dans notre pays ici. Et nous pensons que si elle bénéficie de l'accompagnement, parce qu'il faut le dire aussi, elle est sous la tutelle du ministère de l'administration du territoire de la décentralisation, elle a rappelé. Mais même dans son message de remerciement, elle a commencé par rappeler même son ministre. Justement. Parce que c'est sur proposition du ministre. Évidemment. Un rappel très important. Bien. Je crois que le décret qui a été quand même diffusé ici, annonçant la mise en place de cette direction-là, de tous ces départements ici, c'était mentionné que le directeur général ou la directrice générale et son adjoint sont, disons, nommés sur proposition ou c'est renommé sur proposition du ministre. Et je crois que c'est ce qui fut fait ici. À eux, et on l'a dit ici, les textes sont clairs, à eux de s'approprier toutes les prérogatives constitutionnelles qui leur sont dévolues et agir en conséquence au nom de la République. Et pour la République. Un autre nom, Yaya Diallo, qu'il ne faudrait pas omettre, le directeur général adjoint, M. Georges Abraham Souri, expert logisticien électoral, a été aussi nommé par décret, c'était hier, je le rappelais tantôt. Et lui également, son expertise technique en matière de logistique électorale sera un atout majeur. Je pense que c'est un mélange de deux profils qui pourraient, si tout se passe bien, s'ils ont ces deux cadres les moins nécessaires ou ils ont toute la main libre, pourront quand même réussir cette mission. Justement. Parce que là, on parle d'un logisticien, quelqu'un qui comprend un peu le processus, parce que c'est sur le terrain. Et c'est aussi dans les comptes. Absolument. Parce qu'ici, on a vu à un certain moment de l'histoire de la Guinée où des partis politiques revendiquaient quand même les résultats. D'autres même ont proclamé. Bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais ce qui reste clair, même dans le processus, la gestion des logiciels, il faudrait quand même quelqu'un qui maîtrise. Et je pense que Georges Abraham Souri est quand même un très bon choix. Il n'est même pas en Guinée. J'ai vu une publication d'un confrère et peut-être qu'il va rentrer les jours à venir. Et il était quelque part en Europe
l'Europe en mission. En mission d'État. Moins connu par le public, mais je crois très que discret. avec ce profil-là, on verra bien avec un certain, quand même, ça va être un maillage quand même très important. On verra bien, comme on l'a dit ici, comment tout cela va se passer. Mais encore une fois, c'est la conscience la conscience qui anime les uns les autres. On m'apprend qu'il est là. On m'apprend qu'il est là. Il était en mission, mais maintenant il est là. Allez, c'est compris. Très bien. Merci pour la précision. Encore une fois, c'est cette conscience républicaine qui doit animer les uns et les autres. On vous a confié une parcelle de pouvoir. Je crois qu'il faut agir au nom et au compte de la République. Je pense que les textes sont clairs. Encore une fois, il faut le dire, tous ceux qui bénéficieront d'un décret, vous l'avez bénéficié les uns et les autres, certainement c'est sur proposition, disons, de votre tutelle, mais encore une fois, dès l'instant que vous êtes installé à vos fonctions, vous êtes là pour la République et les textes sont clairs. Appropriez-vous de vos prérogatives et agissez au nom et au compte de la République. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Et le terrain est balisé, la DGE est mise en place, le processus de recensement est terminé à un certain moment, il faut le dire. Le fichier, peut-être que pour le scrutin, sera prêt avant le 21 septembre et le président, peut-être, comme on le dit, c'est une coutume, va convoquer le peuple de Guinée à ce référendum. Le corps électoral, Le corps électoral, donc le processus est déjà connu par tout le monde. On attend donc la suite. En tout cas, le terrain est balisé vers un retour à l'ordre constitutionnel. Je le rappelais tantôt, c'est un moment historique pour la République de Guinée, une date très très historique. Après le 28 septembre, on va assister à un autre jour de septembre, cette fois qui est un jour heureux. On le souhaite vivement. Pour terminer, ce qu'il faut dire, c'est que Natou, déjà, Dame Touré était là il y a longtemps. Ce n'est pas une nouvelle personne qui est venue à la tête de cette direction-là. Elle est imprégnée, elle est impliquée, pour ainsi dire, de tout ce qui se passe. Elle est au four et au moulin, et donc c'est une continuité. Donc ça va nous faire l'économie, encore une fois, d'une perte de temps. Donc ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, elle a tous les éléments en main pour que le processus puisse aller beaucoup plus en avant. Mais il faut rappeler que c'est elle qui a procédé quand même avec son ministre au toilettage. Au toilettage des partis politiques en République de Guinée. L'évaluation. Ouais. Donc il faut quand même voir que cette suite logique, on comprend mieux pourquoi, je le disais tantôt avant sa nomination, pourquoi c'est elle qui devait venir, parce qu'il fallait quand même finir ce qu'elle a commencé. Justement. Pour moi, ce n'est qu'une suite logique et j'espère qu'elle va réussir dans cette mission. C'est un souhait pour la République, parce que quoi qu'il en soit, c'est la République qui est en jeu. Justement, ce qui posait problème, c'était la neutralité. Elle en est consciente que c'est vrai qu'à un certain niveau, on avait bien voulu la coller, cette étiquette politique, comme quoi elle appartenait à une formation politique. Elle vient de le rappeler qu'elle n'a jamais appartenu à une quelconque formation politique, mais plutôt au niveau de la société civile. C'est important aussi, parce que ce sont des choses qu'on essaie de dire ici. En Guinée, ici, on étiquette tout le monde. C'est fondamental. Maintenant, c'est à elle et à elle seule, avec sa direction, d'éprouver le contraire, de servir la République tout court. Servir la République tout court. Donc, bonne chance à Dame Touré et à son adjoint pour cette mission très très stratégique. Il faut le rappeler, une mission qui rentre forcément dans l'histoire de la République de Guinée. Nous, on poursuit ce menu et on parle de cette autre actualité. Le ton monte entre les candidats recalés au CAPA 2021 et le barreau de Guinée en cause des accusations portant sur la régularité de l'organisation de l'examen. Les recalés dénoncent une procédure entachée d'irrégularité et réclament l'accès à leurs copies, voire une reprise de la correction. Mais le barreau campe sur sa position. Pas question de rouvrir les débats. Dans un communiqué, il affirme que les plaignants ne sont pas seulement concernés par la session 2021. Ils auraient échoué à 3 reprises en 2016, en 2018, puis en 2021. Ils proposent tout de même, avec leur accord, de rendre public leur copie pour lever toute ambiguïté. À Diallo, ça crie de ce côté. Ouais, justement. On a de la transparence. Je pense que... Je me rappelle du Yetesso. Semba. Semba. Ah, oui, le jeune bas qui a réclamé. On a vu comme cette sortie du ministère. Déplorable.
c'était une guerre de communication qui a finalement marché. Les deux parties sont revenues. Je pense que le barreau peut-être veut engager la même procédure. Justement, la même formule. Je pense que ça va payer. Hein. Et ça a mis fin au débat avec ce jeune-là qui contestait, qui criait. Bien qu'il y a eu quand même. Orbi, que voilà, on aurait falsifié ses copies. Bah, finalement. Et c'est pourquoi il faut archiver les choses. Hein. Il faut archiver les choses, c'est pour éviter éventuellement ces arts de contestation. Vous l'avez rappelé ici et vous vous rappelez effectivement que c'est une contestation continue. Nous l'avions fait cas en 2023, en 2024, puisque la contestation elle continue sur tous les fronts. Nous nous sommes intéressés, vous vous rappelez très bien que nous avons reçu ici le trésorier de l'ordre des avocats, en l'occurrence M. Morlis, qui nous avait rappelé quand même le processus d'évaluation et la publication de résultats au niveau, disons, de l'ordre des avocats. C'est l'exécutif du barreau, il faut le rappeler, de passage. Alors, finalement, les contestations reviennent et le barreau a tenu à rappeler effectivement que l'organisation de ces évaluations, l'organisation matérielle, il faut le dire, relève du barreau, mais l'évaluation proprement dite, disons, est dévolue à un jury, disons, composite, composé de magistrats désignés par le ministère de la Justice, mais aussi des enseignants-chercheurs désignés par les recteurs et pourquoi pas certains aussi qui sont issus du barreau. Alors ça, c'est la composition de ce jury-là qui devrait quand même pouvoir évaluer ce candidat-là. Alors, on l'a rappelé, en 2016, en 2018 et en 2021, il y a certains, même si on nous dira que ce n'est pas tout le monde, mais la plupart d'entre eux ont pu quand même faire ces trois évaluations-là. Donc, en 2016, en 2018 et en 2021. Et au regard disons, du règlement intérieur, ou du décret, puisque c'est ce qu'on a rappelé, au regard du décret pris en 2018, il faut le rappeler, nul ne peut justement faire... Sous le général Lansana, feu général Lansana. Justement, nul ne peut prendre, disons, ne peut faire plus de trois concours. Donc c'est l'article 27 du décret du 24 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement en vue de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Donc c'est comme pour dire qu'ils sont à leur dernière chance. C'est fini. La plupart d'entre eux. Ouais. La plupart d'entre eux, puisque les gens l'ont dit ici, et nous avons suivi quelques jeunes candidats qui parlaient du favoritisme avec tous les noms d'oiseaux qu'on pouvait comprendre par là, que ce sont, disons, des magouilles qu'on aurait orchestrés en favorisant certains de leurs, parce qu'on a cité même certains cabinets quand même dont les stagiaires ont pu bénéficier, disons, d'un coup de pouce de certains de leurs mentors qui appartiennent disons, à l'ordre des avocats, et finalement au détriment des plus méritants, dit-on. Ça, ce sont les candidats disons, qui ont échoué, qui l'ont dit. Alors finalement, le barreau nous a fendu un communiqué hier. On va essayer de voir le contenu de ce communiqué-là. Le Conseil de l'ordre des avocats de Guinée observe avec regret que certains candidats ayant échoué aux épreuves d'admissibilité du certificat d'aptitude à la profession d'avocat session 2021 continue de contester de manière infondée et récurrente la régularité du dit concours à travers des déclarations publiques tendancieuses et des correspondances adressées à diverses institutions de la République. Alors on rappelle un peu l'historique puisque ça date de 2021. Je crois que depuis là, nous n'avons pas d'abord connu justement, même si nous nous acheminons vers l'organisation de notre CAPA, mais on n'en a pas connu officiellement d'abord l'organisation de notre concours. Alors, il importe toutefois, précise le communiqué, que les auteurs de cette agitation médiatique, c'est selon ces termes, selon les termes du communiqué du barreau, ne sont pas comme ils tentent de le faire croire vainement. D'ailleurs, de simples candidats pour la seule session 2021. Alors, pour l'ordre des avocats, le barreau, ce qui ont formulé des contestations, on tente de faire justement savoir à l'opinion publique qu'ils n'ont participé qu'au concours de 2021. Or, pour le barreau, ces gens-là ont participé et au concours de 2016 et celui de 2018, mais aussi celui de 2021. Donc une précision importante au niveau, disons, de ces communiqués-là, de cette partie-là. Donc, alors,
On continue. Ce candidat ont échoué à 3 sessions consécutives de l'examen du CAPA, notamment celle de 2016, de 2018 et de 2021 que nous venons de rappeler. Toujours avec le même communiqué, conformément aux règles. On va revenir sur ce communiqué parce que la réalisation mutuelle qu'on est rentré un peu plus dans, tu sais, la radio c'est l'heure, il y a nos obligations commerciales. On va à la pub et derrière on rouvre ce dossier très très important. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Et bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe, une qualification pour la Coupe du Monde en 2026. Kavi TV, la télé du développement. Direct, événement, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Merci de nous retrouver dans la deuxième et dernière partie de votre émission Le Scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h. Ce jusqu'à 10h30. Nous vous accompagnons avec les sujets à l'ordre du jour, l'actualité que nous décryptons avec une très grande responsabilité, il faut le rappeler. On en parlait, le ton monte entre les candidats recalés au CAPA 2021 et le barreau de Guinée en cause. Des accusations portant sur la régularité de l'organisation de l'examen. Les recalés dénoncent une procédure entachée d'irrégularité et réclament l'accès à leur copie, voire une reprise de la collection. Mais le barreau campe sur sa position. Pas question de rouvrir les débats. Dans un communiqué, il affirme que les plaignants ne sont pas seulement concernés par la session 2021. Ils auraient échoué à 3 reprises en 2016,
en 2018 et puis en 2021. Ils proposent tout de même, je parle du barreau, avec leur accord de rendre public leur copie pour lever toute ambiguïté. Diallo, on revenait sur ce communiqué du barreau. Justement, je crois que il est important de rappeler aussi les récriminations, ou s'il faut dire les plaintes formulées par ces collectifs victimes, dit-on, du CAPA, puisque c'est comme ça qu'on appelle le collectif, que le barreau qualifie de fictif déjà. On reviendra là-dessus. Alors, je crois que pour le collectif, premièrement, d'abord, je le parlais tantôt, on a organisé ce concours avec la plus grande affinité, où on a privilégié les proches au détriment de méritants, mais aussi la composition du jury. J'étais là-dessus. Je rappelais un peu comment le jury devrait être composé. Il devrait être composé de 7 membres. Or, ceux qui ont supervisé, disons, ce concours-là en 2021 n'étaient qu'au nombre de 5. Alors, et finalement, vous vous rappelez très bien qu'on était même obligé d'aller vers l'université de Sonfona pour pouvoir vérifier à l'époque comment tout cela s'est passé, parce que à l'époque, celui qui aurait été choisi par l'université avait été écarté à la dernière minute pour remplacer je ne sais par qui, pour être remplacé je ne sais par qui. On a quand même mené des investigations. Justement, et bien finalement, la magouille était de telle sorte que, parce que quand même c'était quand même une véritable ambiguïté, où le barreau lui-même, à un certain niveau, quand vous posez la question à certains, ils auront du mal à pouvoir expliquer. Mais qu'à cela ne tienne, puisqu'on a interrogé... Le barreau, c'est un ensemble. Laisse-moi préciser cela. Puisqu'on a interrogé le bâtonnier, Maître Djibril Kouyaté. Justement. Si je ne me... C'est ça, Kouyaté. À l'époque. On l'a eu, il nous a donné aussi des explications. Mais quoi qu'il en soit, il y avait quand même des zones d'ombre. Il y avait des zones d'ombre et qui méritaient des explications. Mais qu'à cela ne tienne, puisque nous sommes en Guinée et nous vivons la situation, on verra bien. Les esprits les plus éclairés sauront en tirer ce qu'on appelle une conclusion. Alors nous présentons les faits. Alors, dans le communiqué du barreau, conformément aux règles de déontologie et à l'exigence des compétences inhérentes à l'accès à la profession d'avocat, ce postulant contestataires, j'en ajoute, sont donc définitivement disqualifiés. Pourquoi? Parce qu'ils auraient participé au concours de 2016, celui de 2018 et celui de 2021. Alors, et de ce point de vue, poursuit le communiqué, ils ne peuvent plus candidater à l'avenir comme l'exige, je le rappelais tantôt, l'article 27 du décret DI 2018 du 24 juillet 2008, il faut le rappeler, portant organisation de l'enseignement en vue de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Alors, les termes de ce décret, il faut le rappeler, sont les suivants. Nul ne peut être autorisé à se présenter à plus de 3 fois à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Alors, si c'est l'esprit et la lettre de cet article-là, alors on peut dire que ceux qui ont postulé pour 3 fois sont disqualifiés. Là, on est d'accord avec, disons, cet article-là, puisque c'est un article quand même qui existe depuis 2008. C'est le décret du 24 juillet 2008 qui l'avait précisé. Ouais. Alors, on continue. Toujours dans le communiqué du barreau, ayant pleinement conscience de leur inéligibilité, on s'adresse aux plaignants, irrémédiables, ces individus ont délibérément opté, disons, pour la dénonciation tapageuse, dit-on, la délation sans fondement et la manipulation médiatique pour tenter d'instrumentaliser l'opinion publique. Ce sont les termes utilisés par le barreau. Alors, il continue. Il dissimule derrière un prétendu collectif de victimes du CAPA, une structure fictive, dit-on, et donc sans existence légale, ne reposant sur aucune base juridique ou statutaire. Ce groupe informel est exclusivement composé d'individus frustrés, selon le barreau, par leur échec répété, qui cherchent par ce biais à forcer une intégration à la profession d'avocat en dehors de tout cadre légal. Alors ça veut dire que la position défendue par ces jeunes qui disent être victimes, disons, d'une magouille interne au niveau du barreau,
Et les propos qui sont tenus ici, mentionnés dans un communiqué, sont diamétralement opposés. Parce que vous verrez très bien qu'ici, pour le barreau, ce sont des gens qui n'ont pas mérité et qui se dissimuleraient derrière un tapage médiatique pour pouvoir justement attirer l'attention des uns et des autres, alors qu'en réalité, ce sont pour le barreau des individus frustrés par leur échec répété. Yeah. Ça, c'est le barreau qui l'a dit. Alors, je pense qu'une confrontation, et je pense qu'il faut... Moi, je suis d'accord qu'il faut publier les copies et pourquoi pas avoir des experts à la matière pour pouvoir faire la part des choses. C'est important. C'est très important. C'est très important. Alors, s'agissant de la transparence, poursuit le barreau, que toutes les copies de l'examen du CAPA session 2021 sont conservées à l'état et accessibles à tout candidat concerné qui en ferait la demande écrite. Justement. Maintenant, là, on va poursuivre ce dossier très très important parce qu'il y a assez d'informations. Ces plaignants, au-delà du communiqué, qu'est-ce qui a occasionné le communiqué? Il faut le dire que ces plaignants ont adressé une lettre ouverte au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Je vais juste lire 2-3 paragraphes de ce qui a été, de ce qui est de cette lettre. Il est mentionné lettre ouverte qu'on a écrite le 10 juillet 2025, accusé de réception 11 juillet au niveau de la présidence de la République. Il est écrit à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, premier magistrat de la République de Guinée. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous, membres du collectif des victimes de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat CAPA session 2021, avons l'honneur de vous adresser cette lettre pour vous exposer des violations graves de notre droit d'accès à la profession d'avocat ainsi que la découverte d'un faux décret sur lequel repose tout le processus d'organisation des examens du CAPA depuis plus d'une décennie. On fait allusion à ce décret que vous venez de lire. Des irrégularités dans l'organisation de l'examen CAPA 2021. En septembre 2022, le Conseil de l'Ordre des avocats a décidé d'organiser l'examen CAPA et prendre 100 avocats stagiaires à la suite d'un communiqué du 7 janvier 2021. Les candidatures ont été lancées avec des frais non remboursables de 500 000 francs guinéens sur 395 postulants. 235 ont été retenus pour l'épreuve écrite. À l'occasion de cet examen, le Conseil de l'Ordre des avocats, dirigé par l'équipe de l'ex-bâtonnier, a empoché près de 200 millions de francs guinéens pour l'organisation d'un examen dont le coût véritable ne dépasse pas 20 millions. C'était une arnaque pure et simple, selon cette lettre ouverte. Le 10 octobre 2021, l'examen s'est tenu sous haute surveillance. Toutefois, plusieurs irrégularités majeures ont été constatées. Mise en place d'un jury incomplet à l'article 24 du décret supposé régir l'organisation de cet examen. Résultat publié sans date, sans délai, des notes et avec des moyennes inexplicables allant jusqu'à 0,14 ou 1 pour certains candidats. Refus d'accès aux copies malgré les déclarations publiques du bâtonnier promettant leur disponibilité. On continue toujours avec ce courrier. En clair, l'application du barreau au singulier permet de faire la distinction entre les barreaux du même pays, tandis que l'appellation barreau au pluriel permet de faire la distinction entre les barreaux d'un pays à un autre, d'où l'appellation à titre d'exemple les barreaux guinéens, barreau de Conakry et barreau de Kindia, et les barreaux de France, barreau de Paris et barreau de Marseille, barreau de Montpellier, barreau de Toulouse, barreau de Bordeaux. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui est dit ici, mais un rappel très important. Et on parle là des accusations très graves. Ouais, très très graves. Ouais. Hein. Et c'est qui a attiré mon attention. Sur les 235, il y a moins de 10 admis. Oui. Selon ce courrier. Et là, ça m'inquiétait parce que je me disais comment est-il possible d'engager 235 personnes à Diallo et qu'on ait moins de 10 admis. Ouais. Selon le collectif des victimes, hein,
ils se font appeler collectif des victimes, qui n'a pas voulu prendre la parole. Sinon, même hier, j'ai encore tenté de faire intervenir au moins un membre de ce collectif. Mais malheureusement, ils sont pour le moment dans l'obligation de garder le silence selon certaines clauses. Certaines clauses. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé de ce côté. Mais quoi qu'il en soit, il faudrait que ce problème soit tiré au clair. Comme l'a dit le barreau, publié peut-être ces copies au-delà, parce que j'ai quand même vu la réaction de certains avocats qui disaient que ces protestataires demandaient même, comment je peux dire ça, une dissolution ou quelque chose comme ça du barreau, je ne sais pas comment ils appellent ça. C'est du trop. À leur thème, c'est du trop. Et les la récomposition, on peut comprendre. Les protestateurs disent même que le barreau doit être déclanifié. Ce sont les termes utilisés par les protestateurs. Et ils disent que tout ce qui parle aujourd'hui, ces avocats qui sont au barreau, la plupart ne sont pas passés par le concours pour être au barreau. Voici une réclamation. Pourquoi alors, après, ils veulent restreindre l'accès au barreau? Ce sont quelques revendications. Ils ont déjà rappelé les violations que je viens de citer dans la lettre ouverte adressée au chef de l'État. Il dit plus loin qu'il faudrait que le barreau soit en gros accessible. Donc, est-ce qu'il faut éliminer le concours pour être au barreau? Est-ce qu'il faut scinder, avoir un barreau de Conakry et un barreau de Kankan? Voici comme quelques recommandations, quelques revendications de ces plaignants. Quoi qu'il en soit, nous souhaitons quand même que cette affaire soit tirée au clair. Que le bâtonnier, l'actuel bâtonnier, comme on a vu ce qui se passe de ce côté, l'ancien bâtonnier, on l'a écouté, qui avait organisé ce concours. Il avait quand même dit, il avait essayé de justifier ce montant, comment le montant est réparti, comment les dépenses sont gérées, même si aujourd'hui le collectif des victimes reste ferme. L'organisation de ce concours ne dépassait pas 20 millions de francs guinéens à Diallo. Absolument, absolument. Et je pense que on nous a dit ici que finalement il y a plus de 200 millions qui ont été empochés. Et ce sont les accusations portées par le collectif des victimes du CAPA. Mais je pense que sur les dizaines ou les moins de 10 admis sur les 200 et quelques, peut-être on peut comprendre si le quota est limité et on parle des concours. Le concours, c'est ce qu'on veut prendre, peut-être ce qu'on va prendre. Mais le problème qui se pose ici, c'est le profil de ce qui sont admis. Est-ce que ceux qui sont admis sont plus meilleurs ou sont les plus méritants que ceux qui ont échoué? Le débat se pose. Parce que nous connaissons quand même le niveau de quelques avocats quand même. On a vu certains à l'œuvre ici ou qui ont du mal quand même à se familiariser avec la langue de Molière. Et vous savez très bien que la profession d'avocat, c'est l'éloquence, c'est la maîtrise des textes, c'est la rhétorique. Sauf que pour les quelques-uns que nous avons vus à l'œuvre ici, des jeunes avocats, ça laisse à dégirer. Je m'arrête là. On ne va pas trop aller. Hein. Il faut éviter de tirer à boulet rouge. Justement. Quand même, ce sont ceux qui nous défendent dans les causes et tribunaux. Oui. Mais moi, j'ai assisté quand même à une audience où la mise en cause, ou le prévenu pour inciter, parce qu'il était devant, il était derrière les barreaux, et avait directement recalé son avocat par manque de niveau. Puisque c'était monsieur quand même qui mélangeait tous les articles, qui ne savait pas où il faut mettre le, où il faut mettre là. Et bien finalement, il enfonçait davantage son client. Et son client, et vous vous rappelez, ça se fait, hein, son client l'a dit, mais désormais tu ne me défends plus. Je suis fatigué. Et peut-être les gens peuvent le reconnaître. En ce temps, c'est Charles Wright qui était le juge au niveau du tribunal de première instance de Dixie. Donc ce sont des faits qui sont là. Mais tous est-il qu'aujourd'hui, il faut que ça cesse parce que nous connaissons très bien que c'est une profession très noble. Quand on parle du barreau, ça doit inspirer confiance. Ça doit faire, le barreau ne doit pas faire l'objet d'une telle putrerie. Certaines revendications comme sont fondées. Hein, oui, justement. C'est vrai que le barreau, il sait tant bien que mal d'approcher ces avocats, ces candidats, pour en tout cas trouver un terrain d'entente. Ça ne sert à rien de continuer avec cette guerre de communication qui est devenue très accrue, très aiguë. C'est sur les réseaux sociaux et par médias interposés. On ne doit pas aller comme ça. C'est quand même l'appareil judiciaire, des auxiliaires de justice là, donc, qui sont des sentinelles de la démocratie et de l'état de droit. Et nous connaissons très bien le niveau d'implication de certains barreaux à travers le monde. Et le barreau, quand même, c'est un modèle. Ça doit être un modèle et on ne peut pas admettre qu'on puisse livrer le barreau de Guinée à de tels spectacles
parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui, et bien finalement, quand c'est comme ça, ça entache drastiquement la crédibilité de ce qui compose, disons, ce barreau-là. C'est vrai que le barreau, c'est vaste, c'est l'Assemblée générale, mais l'exécutif, c'est l'ordre des avocats. Il faut à un certain niveau essayer de voir à l'interne que 2 ou 3 individus, de par leur comportement, ne compromettent pas l'intégrité et disons l'image de notre barreau. Je crois que c'est fondamental. Et aux uns et aux autres aussi d'admettre à un certain niveau quand on a échoué, on a échoué. L'échec n'est pas une fin en soi. Une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. C'est pas parce que mon ami à côté ici, avec qui j'ai fait le banc, avec qui j'ai passé un bon bout de temps, est admis, moi je ne suis pas admis, que ce qui est organisé n'est pas, disons, n'est pas régulier. Je pense que là aussi, ce sont des choses comme ça qui arrivent souvent chez nous ici. À mon ami admis, moi je ne suis pas admis, donc ce qui est organisé n'est pas bon. Il faut qu'on cesse ce genre de choses-là. Et on verra bien, puisque déjà même la composition du jury posait problème, et si il est avéré que ce qui devrait être 7 est réduit à 5, ça veut dire derrière il y avait des visées douteuses. Donc on verra bien ce qui va se passer, puisque déjà on a porté le problème à la présidence. On verra bien ce qui va se passer, mais il faut rappeler que quand même le barreau, c'est quand même une entité disons indépendante du pouvoir public. Et je vois très mal comment le président ou la présidence peut s'interférer, disons, dans les affaires internes du barreau. Mais on verra bien, puisque c'est le dernier recours pour tous qui estiment qu'à un certain niveau, ils sont légers dans leurs droits. On verra bien ce qui va se passer. Mais tout est-il qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer ici n'honore personne, notamment le barreau de Guinée. Il faut essayer de rectifier tout cela. Et s'il est tenté qu'il y a justement des individus comme ça qui se comportent comme ça, pour leurs intérêts à eux, il faut les dénoncer pour l'image de notre barreau. C'est important. Ce qui est très très important. On parle de ce dernier sujet, on prend la direction des États-Unis. C'est une décision qui résonne comme un air du déjà vu. Ce mardi, Donald Trump a une nouvelle fois annoncé le retrait des États-Unis de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Un geste qui rédite une décision prise en 2017, je l'ai rappelé tantôt, lors de son premier mandat. La Maison-Blanche justifie ce départ par les orientations idéologiques jugées trop woke de l'organisation, des positions perçues comme trop militantes, trop polarisantes, et selon la Maison-Blanche, en décalage avec les valeurs exprimées par les Américains lors des dernières élections. Mais ces questions se posent. Quelles seront les conséquences de ce retrait? L'UNESCO peut-elle fonctionner sans la contribution américaine? On se pose ces questions, Diallo, encore. Quand on sait que quand même la quote-part ou la contribution des États-Unis quand même est très importante dans le cadre du fonctionnement de certaines organisations onusiennes. Ça, il faut quand même le dire très ouvertement. C'est-à-dire que si le monde, les autres pays du monde contribuent la moitié, les États-Unis s'en chargent de l'autre moitié. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est pas quand même, je crois que ça ne devrait pas étonner les uns et les autres, mais ce qui est important, c'est que quand même, c'est cette contradiction même dans le cadre du fonctionnement de l'administration américaine. Donald Trump, en 2017, annonce son retrait, ce qui est fait effectif. Et puis finalement, en 2017-2018, entre-temps, les élections ont été organisées. Joe Biden arrive au pouvoir. Il arrive au pouvoir en 2023, on a essayé de réintégrer l'UNESCO. Eh bien, patatras, le même Trump revient encore pour dire on n'en veut plus parce que tout simplement, ils sont dans le cadre d'une réforme interne, une réforme budgétaire. Donc, pour eux, la participation des États-Unis coûterait cher. Mais peut-être les raisons peuvent être ailleurs. Et je pense que, on l'a dit ici, la porte-parole du département d'État américain l'a dit ici, la poursuite de la participation des États-Unis à l'UNESCO n'est pas dans l'intérêt national des États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'intérêt national? Et puis, nous avons vu ici, à travers les commentaires, qu'est-ce qu'on a voulu mettre en avant. Qu'est-ce qu'on a bien voulu mettre en avant? C'est la position de certains États qui composent l'UNESCO vis-à-vis de cette crise israélo-palestinienne. Parce que tout simplement, il y a certains États, un bon nombre d'États qui ont bien voulu reconnaître, premièrement d'abord, la participation de la Palestine dans cette organisation, mais aussi reconnaître la Palestine en tant qu'État indépendant. Donc, et nous connaissons très bien la proximité, pour ne pas dire la complicité, entre les États-Unis et l'Israël. Pour certains, même déjà, c'est l'État prolongé des Américains au regard de ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Moyen-Orient.
et au regard de l'œil complaisant des États-Unis vis-à-vis de tous les actes liberticides que pose Benjamin Netanyahou et son gouvernement. Alors finalement, nous avons suivi la réaction d'un certain nombre de chefs d'État, notamment Emmanuel Macron, qui a salué un peu, qui a rappelé un peu les objectifs de l'UNESCO, l'organisation onusienne pour, disons, l'éducation, la science, mais aussi la culture. Et nous connaissons très bien, il y a pas mal de sites aujourd'hui, des sites touristiques, des patrimoines culturels qui ont été quand même reconnus à travers l'UNESCO. Donc je pense que des impacts, il y en aura, mais la question qu'il faut se poser, comment les autres États qui, justement, continueront de faire fonctionner cette organisation vont essayer de réajuster leur financement et de s'adapter aux réalités, parce que tout simplement, il y aura un vide quand les États-Unis, disons, vont acter justement ce départ-là, parce qu'il faut rappeler encore une fois, c'est un processus, donc c'est en 2026 que tout cela va être acté définitivement. Entre-temps, je crois que les États sont avertis pour pouvoir prendre les responsabilités pour que nous puissions, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Ne soyons pas surpris que demain les États-Unis nous disent qu'on n'en fait plus partie des Nations Unies. Donc, oui, sous Donald Trump, justement, il faut se préparer à tout. Justement. Et il faut que les États qui composent ces organisations-là puissent être capables quand même de s'adapter et de trouver justement les moyens qu'il faut pour pouvoir faire fonctionner les institutions là. Sinon, ça revient à dire que les institutions ne tenaient qu'à travers justement le coût financier, ou disons la main financière des États-Unis, et je pense que ça va être encore une fois un véritable comment je vais dire ça, un véritable disons coup de poignard pour ces États qui composent ces organisations, notamment l'Europe aujourd'hui et certains États asiatiques, puisque nous sommes quand même dans une situation où les États au monde, la plupart, notamment la Russie, puisque c'est la chef de file, existe ce qu'on appelle un monde multipolaire. Et comme tel, il faut essayer de revoir tous les contours aujourd'hui, tous les segments qui composent la géopolitique aujourd'hui. Et si nous voyons aujourd'hui que les États-Unis, à travers Donald Trump, sont partout à travers le monde, partout là il y a des conflits, ce sont les États-Unis qui sont en premier d'intervenir et qui tentent de ramener, disons, les protagonistes autour de la table. C'est pas anodin et c'est pas un cadeau, c'est parce qu'au bout du bout, les États-Unis, premièrement d'abord, ont ce qu'on appelle leur influence sur ces partis-là ou sur ces protagonistes. C'est le cas de ce qui se passe dans l'est de la RDC, c'est le cas de ce qui se passe entre l'Iran et une véritable guerre géopolitique. C'est cela, c'est une véritable guerre géopolitique, mais aussi une question de repositionnement. Aujourd'hui, on a un Trump qui veut être partout sans partage. Et c'est l'impression que nous avons aujourd'hui. Et finalement, voilà ce qui se passe. Les uns et les autres sont conscients de ce deux poids, deux mesures des États-Unis vis-à-vis d'un certain nombre de choses, notamment Israël qui continue quand même d'agresser tout le monde au niveau de Moyen-Orient, et les États-Unis n'en disent mot. Et nous voyons ce qui se passe au niveau de la Syrie, nous voyons quand même un génocide qui se passe au niveau du Gaza. Nous n'inventons rien, ce sont les organisations onusiennes qui ont dénoncé cela. Je pense que à la limite, l'enjeu est ailleurs, et les États-Unis devraient pouvoir quand même se pencher sur les véritables sujets aujourd'hui qui assaillent le monde. Et nous voyons ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient. Je pense que c'est l'élément déclencheur, parce que nous avons vu ici, qu'est-ce qu'on accuse les autres États? C'est d'avoir soutenu des positions clivantes. Oui, justement, c'est cela. C'est surtout cela. Et finalement, on dit que bah voilà, puisque vous dites que vous voulez reconnaître la Palestine. Dans l'esprit. Dans l'esprit, vous voulez reconnaître la Palestine comme étant un État indépendant et souverain, et plus loin la faire appartenir à cette organisation. Nous nous retirons. Parce que les États-Unis ont leur choix, c'est Israël. Avec toute cette folie qui accompagne la gestion ou la gouvernance de Benjamin Netanyahou. Ce qui est déjà compris. On va pourquoi pas revenir sur ce sujet avec nos experts que nous allons écouter également dans cette émission. Justement, on verra très bien les experts avec les impacts notamment sur l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup de programmes qui concernent l'UNESCO aujourd'hui. Quel impact sur la science, sur l'éducation, sur la culture, et comment est-ce qu'il faut s'adapter, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. On ne sait pas avec Donald Trump où allons-nous. Et donc, il faut s'attendre à tout, et comment justement mettre fin à toutes les conséquences éventuellement qui pourront advenir de ces décisions qu'on peut considérer comme étant hâtives.
Ah. Donc c'est déjà compris, vous l'avez également compris, nous sommes à la fin de cette émission, de ce numéro de ce matin. Merci à Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci aux équipes techniques, à la régie, à vous auditeurs et téléspectateurs. On se reprend donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée. Au revoir.